Comment définir la Ligue 1 en 2022 si ce n'est talentueuse et prometteuse? À l'heure actuelle, on connaît sans doute le plus beau visage de la Ligue 1 depuis ces 10 dernières années. Que ce soit pour ses stars ou encore ses pépites, c'est pour cela qu'aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons voir les 10 joueurs à suivre en Ligue 1 en 2022. Ce classement a été assez compliqué à réaliser pour moi parce que des joueurs vraiment intéressants en Ligue 1, il y en a plus de 10. C'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un petit chapitre avec quelques mentions honorables, avec des joueurs que j'étais obligé de citer dans cette vidéo, même si j'ai dû faire des choix et où j'ai eu quelques crève-cœurs. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Bienvenue sur la chaîne Manxo. Numéro 10, Jonathan David. Comment parler Ligue 1 sans évoquer Jonathan David? C'est littéralement impossible. Actuel meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations, l'attaquant lillois n'a cessé de prouver en 2021, chose qu'il réalisera également en 2022. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui c'est un joueur clé sur lequel le LOSC peut compter et qui devrait faire mieux pour continuer à aider le club nordiste lors de cette nouvelle année. Au vu de ses performances l'année passée, on se dit que ça va être une mission très compliquée. Et pourtant, il devra surmonter cet échelon, car sans Jonathan David, le club serait en très mauvaise posture. Déjà qu'avec ses 12 réalisations, les Dogs se retrouvent à la 10e position, et on parle quand même du champion en titre. Le deuxième qui prône, c'est Burak Yılmaz, avec seulement 4 petites réalisations. Donc aujourd'hui, l'efficacité offensive du LOSC, elle passe à 90% par Jonathan David. C'est un joueur qui m'a toujours impressionné au niveau de ses qualités. C'est un tueur devant le but, il a énormément de qualités techniques, il a beaucoup de justesse, beaucoup de sang-froid devant le but, et ça lui permet d'être extrêmement efficace, peu importe l'équipe qu'il affronte. C'est quelqu'un qui prend la profondeur pour être dans les meilleures conditions. Bref, aujourd'hui du côté de Lille, Jonathan David est l'atout numéro 1. Et il le prouve en tirant ce LOSC vers le haut. Il est également très attendu pour le choc face à Chelsea. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des enjeux économiques pour lui, mais également pour le LOSC. Parce que quand tu termines meilleur buteur de Ligue 1, tu passes pas inaperçu. Alors attention, la saison n'est pas terminée, mais s'il n'a pas de pépins physiques ou même de perte de confiance, il peut vraiment terminer à cette première place de meilleur buteur de Ligue 1. Donc forcément, ça va attirer énormément de grands clubs. Aujourd'hui, Jonathan David, on parle de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas rien, et ça peut te rendre service économiquement et à toi et au LOSC que si tu souhaites renouveler ton contrat ou partir ailleurs. Donc l'année 2022 peut être une année qui marquera un tournant dans la carrière du Canadien, mais en tout cas c'est un joueur qui a prouvé et qui prouvera lors de cette année 2022, donc attention à bien le surveiller. Numéro 9. Cheick Doucouré. S'il y a bien un joueur qui m'impressionne actuellement en Ligue 1 au milieu de terrain, c'est bien lui. Cheick Doucouré. Et retenez bien son nom parce que pour son jeune âge, il est vraiment impressionnant. Et à l'heure actuelle, je le classe dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, tellement il est impressionnant et quand tu le regardes, tu sais pourquoi t'aimes le football. Personnellement, je l'ai découvert au tout début de l'année 2021, lorsque Lens avait vraiment un fond de jeu intéressant. Et je dis ça parce que la philosophie qui était mise en place la saison dernière par le RC Lens était beaucoup plus convaincante que la saison actuelle, mais celui qui m'avait impressionné et qui m'impressionne toujours dans cette équipe, c'est Cheick Doucouré. Quelle présence au milieu de terrain! Waouh! C'est un joueur que quasiment personne ne connaît, mais qui mérite d'être regardé. Physiquement déjà, il est impressionnant, donc pour lui prendre le ballon, faut en vouloir. Ensuite, il a la capacité de renverser le jeu à n'importe quel moment. Je me souviendrai toujours de son match l'année dernière face à Nîmes, où il reçoit le ballon. Il a 3 joueurs nîmois qui viennent le presser, il peut pas jouer face à lui, il est complètement bloqué. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en une fraction de seconde, il arrive à s'orienter, il arrive à éliminer les 3 joueurs nîmois, mais en 2 touches, et ensuite il fait un changement d'aile en effectuant une énorme transversale, et voilà. Il a éliminé 3 joueurs nîmois qui venaient vers lui, et il a libéré l'espace. Bravo. Il a également la qualité et l'intelligence pour créer des décalages et des transitions en cassant les lignes des blocs adverses pour mettre ses partenaires dans les meilleures conditions. Au duel, il arrive également à mettre son corps en opposition pour récupérer le ballon énormément de fois. Bref, aujourd'hui, Cheick Doucouré est pour moi la pièce maîtresse du Racing Club de Lens et c'est lui qui porte le Racing Club de Lens, donc c'est un joueur très intéressant et qu'il faudra suivre lors de cette année 2022. Numéro 8. Achraf Hakimi.
Priorité du Paris Saint-Germain au poste de latéral droit, l'international marocain a posé ses valises au sein de la capitale en juillet dernier. En effet, ces derniers avaient besoin d'un joueur comme Achraf Hakimi pour se renforcer, car on le savait sur le côté droit, côté PSG, c'était vraiment le point faible. On avait des joueurs comme Florenzi ou encore Thilo Kehrer, donc bon, ça tenait pas vraiment la route. Donc Hakimi était la priorité absolue. Pourtant, il réalise un début de saison plus que mitigé, alors qu'il a tout pour plaire. C'est un joueur très jeune, qui offensivement est très bon, extrêmement rapide, qui aime créer du jeu en triangle, qui repique dans l'axe, très bon centreur ou encore très peu blessé. Hakimi, que ce soit à Dortmund ou à l'Inter, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de gros pépins physiques. Et pourtant, malgré ça et ses qualités, comme je le disais, il réalise un début de saison assez mitigé avec des performances plus que discutables. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de voir chez Achraf Hakimi précédemment. Et il y a deux raisons à cela. Le premier, c'est qu'il est très mal utilisé dans cette défense à 4. Mauricio Pochettino n'arrive pas à trouver la solution pour exploiter son potentiel à 100%, car son système à 4 défenseurs ne lui permet pas. Je le rappelle, Hakimi c'est un piston, et quand tu es piston, c'est lorsque tu as 3 défenseurs derrière toi. Voilà, c'est là qu'Hakimi est décisif, où il arrive à faire parler ses qualités offensives, car on le sait, Hakimi il est connu par ses qualités offensives et non défensives. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur, loin de là, je dis juste qu'il a des lacunes défensives que d'autres n'ont pas. Tout ça pour dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'avec cette défense à 4, sa contribution défensive n'est pas au mieux. Et pourtant, il redouble d'efforts. Et deuxièmement, le problème c'est pas seulement qu'il est mal utilisé, mais c'est également qu'il est mal exploité. On le voit malgré son positionnement, il essaye de faire de grandes percées vers l'avant, il fait énormément d'appels en profondeur pour libérer l'espace à ses partenaires, mais le problème aujourd'hui, avec Achraf Hakimi, c'est Angel Di Maria. Aujourd'hui, entre Hakimi et Angel Di Maria, il y a réellement un problème de connexion à cause d'Angel Di Maria qui cherche constamment à repiquer dans l'axe pour trouver Lionel Messi et qui oublie totalement Hakimi qui peut centrer ou je sais pas moi, rentrer dans la surface avec le ballon en éliminant par exemple quelques joueurs adverses. Donc il n'y a pas seulement un problème d'utilisation, mais il y a également un problème d'exploitation côté Hakimi. Alors là vous allez me dire, attends, t'as fait que de le descendre et tu le mets dans ton top 10 des joueurs à suivre? Bah oui. Parce que malgré son début de saison mitigé, c'est un joueur qui ne cesse de progresser, qui a cette capacité à rebondir, la capacité à s'adapter, à voir. Mais mis à part ça, ça reste un très bon défenseur, extrêmement plaisant à regarder et qui peut réaliser une grande deuxième partie de saison en se mettant au service de son équipe, en faisant parler sa vitesse, sa qualité offensive, sa qualité de créateur et qui continuera à redoubler d'efforts pour être à son meilleur niveau malgré son positionnement qui est pour moi catastrophique. Et ce que j'espère pour lui, c'est de ne plus jouer aux côtés de Di Maria, ou alors le convaincre de jouer beaucoup plus dans le couloir plutôt que de repiquer constamment dans l'axe, parce que le problème de faire ça, c'est que ça nuit au jeu du PSG, premièrement, et deuxièmement, ça ne permet pas à Hakimi d'exploiter tout son potentiel, alors que c'est vraiment un joueur étincelant, très prometteur et qu'il faudra surveiller, même dans cette défense à 4, même si j'espère pour lui que le PSG repassera avec une défense à 3, même si j'y crois, j'allais dire j'y crois moyen, mais j'y crois même pas du tout. Numéro 7, Randal Kolo Muani. Meilleur buteur du FC Nantes avec 7 réalisations, Randal Kolo Muani continue de confirmer au sein de l'effectif nantais en réalisant un début de saison plus que convaincant mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur par les supporters nantais. Pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec un supporter du FC Nantes et qui me disait Kolo Muani, honnêtement, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change rien. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Mais moi non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Parce que Kolo Muani est le meilleur buteur du club et quand on voit la position actuelle du FC Nantes qui est plus que correcte, c'est en grande partie grâce à lui et à ses 7 réalisations. Et c'est là où on voit son importance offensivement. Parce que le deuxième meilleur buteur du FC Nantes, c'est Ludovic Blas, dont Kolo Muani est l'activité offensive principale du club. C'est un joueur qui cet été était sur les tablettes de l'OL et de l'OM et il est très intéressant car il est très jeune. Donc s'il continue sur cette lancée et qu'il explose, il peut te rapporter une belle plus-value. Et quand on voit sa deuxième partie de saison 2020-2021 et sa première partie de saison 2021-2022, on se dit qu'il ne pourra que mieux faire lors de cette deuxième partie de saison. Ce que j'aime chez lui, c'est sa force au niveau du placement. C'est un joueur qui est extrêmement bien placé, qui fait des appels en profondeur quand il le faut, c'est-à-dire qu'il se retrouve très rarement hors jeu, et du coup ça lui permet de se libérer l'espace vers le but et de se créer
son action. Et je précise bien son action, parce que certes des fois on peut lui reprocher son côté individualiste, mais quand ça marche, c'est très très beau. Je vais prendre un exemple récent. Le match face à l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. On a Randal Kolo Muani qui fait un appel en profondeur. Il est idéalement servi par Giroto. Il arrive aux 18 mètres, il temporise, il fixe le défenseur stéphanois. Il attend que Corchia passe dans son dos pour que le défenseur stéphanois soit un peu perdu parce qu'il a Randal Kolo Muani face à lui avec le ballon. Et Corchia qui déborde dans son dos. Kolo Muani, voilà, il a des solutions, il peut faire des passes, il peut, voilà, la jouer collectif, mais non, il décide d'y aller tout seul, et ça marche, il conclut, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant chez lui, c'est que il a des solutions, il décide d'y aller seul, mais quand il y va seul, il conclut, il se foire pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Nantes est actuellement 9ème de Ligue 1. C'est une très bonne première partie de saison qu'ont réalisé les Canaries, permettant à Kolo Muani et ses partenaires d'être en confiance journée après journée en exploitant au mieux leurs atouts offensifs comme Moses Simon ou encore Ludovic Blas qui est un excellent créateur et Kolo Muani en est grandement responsable, donc c'est le Canari à suivre. Numéro 6. Amine Gouiri. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'adore Amine Gouiri. C'est un pur lyonnais, c'est un joueur qui a énormément de qualité malgré son âge et les gens le décrivent d'ailleurs comme quelqu'un d'assez précoce, mais le regret que j'ai avec ce joueur c'était que malgré son talent, Amine Gouiri n'a pas eu sa chance à l'OL, du moins Rudy Garcia ne lui faisait pas confiance et préférait mettre quelqu'un comme Moussa Dembélé au poste d'avant-centre. Dû à cela, un ras-le-bol s'est créé chez Gouiri qui a décidé de rejoindre l'OGC Nice pour 7 millions d'euros. En effet, les Aiglons lui ont offert un projet beaucoup plus prometteur qui lui a permis d'avoir du temps de jeu dans une équipe qui cette saison joue la qualification pour la Ligue des Champions, donc il a tout gagné. Et non seulement d'avoir tout gagné, il a été la pièce maîtresse de cet OGC Nice en ce début de saison, avec 9 réalisations. C'est un joueur que Christophe Galtier aime faire jouer sur le côté gauche, mais qui malgré ça repique énormément dans l'axe, comme on peut le voir sur cette heatmap où on peut constater que c'est pas quelqu'un qui va déborder pour centrer. Non, c'est quelqu'un qui va venir repiquer au centre et jouer un rôle de second attaquant. Là où il fait une grosse première partie de saison, sans parler de ses 9 buts, c'est que pour exploiter au mieux son atout principal, c'est-à-dire venir repiquer, il doit faire parler sa technique et sa capacité d'élimination pour se retrouver dans des zones vraiment intéressantes pour lui permettre de marquer ou délivrer une passe décisive en dynamisant ce jeu niçois. Et je suis sûr qu'il a une très belle année 2022 qui l'attend. Le seul hic qui peut lui faire rater sa deuxième partie de saison, c'est au niveau de la réussite. Gouiri actuellement, il a les stats qui parlent pour lui. Il marque des buts, il délivre des passes décisives, donc tout va pour le mieux. Mais au moment où il aura une période de moins bien, où il sera beaucoup moins décisif, il aura peut-être un petit coup au moral, donc c'est vraiment le seul point qui peut faire que Gouiri ratera sa deuxième partie de saison. Parce que mis à part ça, il a tout pour réussir. Il est dans une équipe qui a confiance en lui, ce qui manquait cruellement à l'OL. Il est dans une équipe qui joue la qualification en Ligue des Champions et qui confirme semaine après semaine. Il va pouvoir créer du jeu en appuyant sur son intelligence de jeu. Il va continuer de faire preuve d'efficacité. Il va continuer de faire parler sa technique ou encore son physique. Parce que du haut de ses 21 ans, Gouiri est très imposant, dû à son 1m80. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Gouiri qui fait une différence au niveau du jeu niçois, mais également au niveau des statistiques qui ne cessent d'augmenter. Donc c'est le joueur niçois à suivre lors de cette deuxième partie de saison et principalement en 2022. Numéro 5, Kylian Mbappé. On le sait, Kylian Mbappé vit sa dernière saison en Ligue 1 avant de s'envoler pour Madrid cet été. C'est donc le moment pour lui de conclure cette année en beauté et de finir de la meilleure des manières. Maintenant, ce qui va également être intéressant, c'est ses performances en Ligue des Champions. Pour commencer, les 2 matchs face au Real Madrid seront très importants pour lui car ça sera l'homme attendu par tout le monde. Tout le monde lui jettera des fleurs s'il réalise de bonnes performances ou inversement, tout le monde lui tombera dessus s'il réalise de mauvaises performances face à son futur club. Donc que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ça sera vraiment très intéressant. Maintenant, je pense que peu de choses vont changer pour lui en cette fin de saison. Il va continuer à porter le Paris Saint-Germain sur ses épaules avec une place de leader parce que Neymar est toujours blessé. Messi n'est que l'ombre de lui-même depuis son arrivée en France, même s'il peut rebondir et on y reviendra, mais quoi qu'il en soit, Mbappé va continuer de jouer son rôle clé dans bon nombre de rencontres.
Maintenant, la question est de savoir s'il fera mieux que la première partie de saison. Si c'est le cas, ça sera encore une fois énorme, mais ce qui est sûr, c'est que Mbappé, il fait le travail, il est capable d'être le joueur qui va t'assurer des matchs de grande qualité. On l'a vu face à l'OL il y a quelques jours, où la prestation de son équipe a été plus que discutable, et le seul qui s'est montré très dangereux, c'est Kylian Mbappé qui a touché le poteau à 2 reprises, donc le PSG ne peut pas s'en passer. Je vais pas vous répéter ses qualités, vous les connaissez, vitesse, finition, placement, intelligence de jeu. Mbappé, j'aurais pu le mettre dans les mentions honorables, mais étant donné que c'est sa dernière saison avec le PSG, et vu la place qu'il occupe au sein du PSG, il mérite largement sa 5e position. Numéro 4, Malo Gusto. On m'aurait dit au début de la saison que Malo Gusto serait dans ce top 10, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, il y figure. Il y figure pour ses prestations qui, semaine après semaine, sont très satisfaisantes. À seulement 18 ans, il a réussi à se faire une place très importante au sein de l'effectif de Peter Bosz, ayant un rôle de doublure de Léo Dubois, voire même de numéro 1 devant Léo Dubois. En effet, c'est un très bon élément pour l'Olympique Lyonnais. Cependant, j'ai l'impression que Peter Bosz est un peu perdu au niveau de ses 2 pistons droits, en ne sachant pas qui aligner entre la jeunesse de Malo Gusto qui enchaîne les bonnes performances et qui apporte énormément au jeu de l'OL, mais qui à des moments commet de petites erreurs de jeunesse, ou alors l'expérience de Léo Dubois qui est moins performant, qui apporte moins de choses dans le jeu, mais qui fait parler son expérience et son leadership, à tel point qu'il est le capitaine de l'OL, donc il y a réellement une concurrence rude entre les 2 joueurs, même si personnellement je préfère Malo Gusto dans tous les domaines, offensivement, défensivement, à la relance, dans le jeu, au niveau des débordements, bref, je trouve vraiment Malo Gusto meilleur que Léo Dubois dans tous les domaines. Son match référence, c'était face au PSG, où il a réussi à tenir Neymar pendant quasiment toute la partie, même si à la fin il y a eu un fait de jeu contre lui, mais bon ça, on va pas y revenir. Cependant, on va revenir sur ses qualités et pourquoi il faudra le suivre tout au long de cette année 2022. Premièrement, concernant ses qualités, celle que j'ai envie de primer tout particulièrement, c'est sa manière de réceptionner le ballon. Dans un premier temps, les contrôles sont très propres, peu de déchets, et dans un second temps, c'est le placement du corps. Comment tu positionnes ton corps pour te projeter quand tu tournes le dos à un adversaire pour te retourner et immédiatement éliminer le joueur qui te presse, ou bien pour orienter le jeu. Et je trouve que Malo Gusto est excellent dans ce domaine et c'est pour ça qu'il a une aussi grande facilité à la réception et à la relance. Mais mis à part ça, c'est un joueur qui bouge énormément. Il réalise de nombreux sprints. Il a d'ailleurs battu le record du nombre de sprints dans un match. C'était face à Reims. Et comme on peut le voir sur cette heatmap, on constate qu'il occupe tout le côté droit du terrain. Et pour réaliser des performances comme ça, il faut avoir un sacré cardio. Après, vous allez me dire, oui, faire des sprints c'est bien, mais si ça sert à rien, c'est inutile. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que Malo Gusto, c'est pas le cas. Il réalise des sprints avec et sans ballon. Quand c'est sans ballon, c'est bien parce que justement, il libère l'espace, il part en profondeur, donc ça donne des solutions à ses partenaires. Et quand c'est avec le ballon, il sprint, il déborde et il centre. Et en plus, c'est un très bon centreur, il réalise de très bons centres. Donc voilà, il n'y a que du positif. C'est également un joueur qui joue simple et qui est très régulier. Pour vous dire la vérité, la seule fois où je l'ai trouvé vraiment mauvais, c'était face à Bordeaux où il était positionné en tant que piston droit avec une défense à 3 derrière lui. Donc ce nouveau système lui pose énormément de problèmes. Car on va pas se mentir, il est beaucoup plus à l'aise en tant que latéral droit. Donc ce nouveau système à la Peter Bosz, malheureusement, lui porte défaut. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, et c'est pour ça que ça va être intéressant de le suivre, c'est de voir comment il va se débrouiller pour essayer de gagner sa place de numéro 1 parce qu'on le sait, Malo Gusto, c'est un mort de faim, c'est quelqu'un qui veut être titulaire. Et maintenant, moi, ce que je me dis, vraiment, et que tout le peuple lyonnais se dit, c'est quand t'as vu que Malo Gusto a ridiculisé Léo Dubois devant la terre entière, que tout le peuple lyonnais s'est dit, mais attends, comment un jeune comme ça, aussi talentueux peut-être la doublure de Dubois, qui est le maillon faible de l'équipe? C'est une bonne question. Parce qu'elle se pose encore, étant donné que Peter Bosz ne sait pas qui aligner entre Léo Dubois et Malo Gusto. Donc la guerre pour savoir qui va jouer à droite en tant que piston droit, parce que décidément Peter Bosz il veut jouer avec une défense à 3, donc piston droit entre Malo Gusto et Léo Dubois, va être vraiment intéressante, surtout pour Malo Gusto car c'est vraiment un très bon jeune. 10 ans après, toujours là, deuxième partie du tournage. Numéro 3, Hugo Ekitike.
Pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai réalisé une vidéo analyse spécialement dédiée sur le jeune avant-centre du Stade de Reims, Hugo Ekitike, qui est à mes yeux le futur meilleur espoir de Ligue 1. Car quand on voit ce qu'il réalise à seulement 19 ans, c'est assez prometteur. Tellement prometteur que Newcastle a tenté de le faire venir pour se maintenir en Première Ligue. C'est pour vous dire. Ce qui va être intéressant à suivre, au-delà de ses qualités, c'est sa progression. Tout simplement parce qu'il est du côté du Stade de Reims avec un coach qui a confiance en lui, qui fait confiance aux jeunes, qui prône un jeu offensif comme il l'aime. Donc déjà qu'il a réalisé une grande partie de saison, ça ne m'étonnerait pas qu'il en réalise une deuxième de grande qualité. C'est un joueur qui est très grand, 1m90 mais extrêmement rapide, qui a cette capacité d'éliminer les défenseurs adverses grâce à sa vitesse, que ça soit avec ou sans ballon. Il est extrêmement doué techniquement, il fait aussi beaucoup d'efforts défensifs, il a beaucoup de sang-froid. Bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo analyse sur Hugo Ekitike que vous pouvez retrouver dans la description. Je vous la conseille car c'est un joueur très intéressant et qu'il faudra suivre de très près lors de cette année 2022. Numéro 2, Lucas Paqueta. C'est la révélation de l'année 2021. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de lui, tout le monde n'hésite pas à mettre son talent en avant et c'est mérité car Lucas Paqueta est la révélation lyonnaise depuis le début de saison. Même si ces 2 derniers mois ont été assez compliqués pour lui, avec des performances moins régulières, sans doute dues à l'annonce du départ de Juninho, mais mis à part ça, dans l'ensemble, surtout les 3 premiers mois, il a été absolument étincelant, tellement étincelant qu'on le qualifiait même comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Thierry Henry en a même parlé sur le plateau de Dimanche Soir Football et je suis totalement d'accord avec ses propos, c'est pour ça que je vais les reprendre. Paqueta a énormément d'envie, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'activité, beaucoup d'engagement. Il se met énormément au service de son équipe, que ça soit défensivement et offensivement, mais moi ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est qu'il sent le jeu. Il sait quoi et quand le faire. Il sait quand faire un appel en profondeur, il sait quand il faut ouvrir l'espace, il sait décrocher quand il le faut, bref c'est quelque chose qui m'impressionne chez lui. Et deuxièmement, ce qui m'impressionne chez lui, c'est son placement. Il récupère énormément de ballons après une erreur technique de l'adversaire parce qu'il est bien placé, prêt à presser le porteur du ballon, bien sur ses appuis, donc ça lui permet de récupérer énormément de ballons par match. Et tout ça, on a pu le constater les 3 premiers mois. Un peu moins les 2 derniers, c'est pour ça que ça va vraiment être intéressant de voir comment il va rebondir en 2022 parce que j'ai l'impression que d'un côté, le départ de Memphis lui a fait énormément de bien, c'est lui qui a réussi à reprendre l'équipe en main, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que l'annonce de Juninho, le départ de Juninho, l'a totalement abattu. Donc ça va vraiment être intéressant de voir comment il va terminer cette saison avec l'OL, car ce qui est sûr, c'est que c'est actuellement un des meilleurs joueurs de Ligue 1, donc voir Lucas Paqueta jouer au football, qu'est-ce que c'est beau. Et enfin, numéro 1, Lionel Messi. Arrivé cet été du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est loin d'avoir impressionné en ce début de saison en Ligue 1, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec seulement un but au compteur, l'international argentin peine à trouver le chemin des filets et à s'imposer au sein de ce championnat de France. Et pourtant, on le sait, les qualités, il les a. Je rappelle quand même qu'on parle du septuple ballon d'or. C'est pour ça que Messi va être très intéressant à suivre en 2022 parce que pour moi, c'est quitte ou double. Soit il va réussir à se relever en réalisant des performances de grande qualité dignes d'un Messi, ou alors il va continuer sur sa lancée en réalisant des performances plus que moyennes. Pour le moment, Messi n'a toujours pas repris avec le PSG depuis le début de l'année 2022. Voilà, apparemment il a du mal à se relever du Covid, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, cette première partie de saison lui a fait ouvrir les yeux. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il est au FC Barcelone depuis qu'il est tout petit. Il a dû quitter le FC Barcelone, club dans lequel il a évolué pendant des années, mais je pense que voilà, cette première partie de saison lui a fait ouvrir les yeux et se dire que ça y est, l'Espagne c'est terminé, il est dans un nouveau championnat avec une nouvelle équipe où il va devoir se surpasser pour réaliser des performances dignes de son nom. Car avec un statut de meilleur joueur du monde, il est attendu au tournant, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, donc ça va vraiment être intéressant de le suivre pour voir s'il va continuer sur sa lancée ou si au contraire il va réussir à se relever. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus concernant Messi, je vais pas parler pour rien parce que on sait tout chez lui, on connaît ses qualités, donc n'hésitez pas à me dire
Qu'est-ce que vous voyez en 2022 pour Lionel Messi? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à se relever ou au contraire, est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Maintenant, il est vrai que c'était difficile pour moi de ne mettre que 10 joueurs dans ce top, c'est pour cela que j'ai créé une petite rubrique appelée mention honorable où j'ai décidé de mettre Dimitri Payet qui réalise de très bonnes performances avec l'OM et si l'OM est aussi bien classé, c'est en grande partie grâce à lui. Ensuite, on a Bruno Guimaraes qui a eu un petit coup de mou pendant une petite année, mais qui en ce moment revient super bien en étant à mes yeux le meilleur joueur de l'OL avec des stats affolantes et un jeu très intéressant. Après, on a William Saliba qui défensivement est très costaud avec un regain de confiance assez fou et qui arrive à tenir cette défense de l'OM. Celui qui est également intéressant, c'est Ludovic Blas qui est auteur de bonnes prestations avec le FC Nantes et qui arrive à fluidifier le jeu du FC Nantes en ce moment en se montrant très dangereux à de nombreuses reprises et en portant l'équipe des Canaries sur ses épaules. Ensuite, on a Aurélien Tchouaméni qui a réalisé des prestations XXL avec l'AS Monaco en ce début de saison, comme on peut le voir au niveau des stats qui sont absolument impressionnantes, car c'est lui qui a récupéré le plus grand nombre de ballons en 2021, faisant de lui le meilleur récupérateur du monde en 2021. Et enfin, pour terminer, j'ai décidé de mettre Mohamed Bayo qui, malgré ses affaires extrasportives, permettent à Clermont de se classer à la 15e place grâce à ses 9 réalisations depuis le début de saison. Car sans Mohamed Bayo, Clermont serait, je pense, en très mauvaise posture. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo qui énumérait les 10 joueurs de Ligue 1 à suivre impérativement en 2022. J'espère que cette dernière vous aura plu. Niveau tournage, niveau travail, niveau écriture, c'était vraiment long. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, ça vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.